Bienvenue dans cette émission où on va parler d'une profession qu'on croit connaître, mais qu'on ne connaît peut-être pas très bien. C'est la profession de notaire avec Éric Guillard. Bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes le président de la Chambre des notaires de Versailles. Et avec vous, justement, alors on va essayer d'expliquer ce qu'est un notaire. Et puis, on va voir aussi les questions, les problèmes peut-être auxquels est confrontée votre profession, mais sont confrontés la plupart des gens. Et je pense notamment à la question de l'immobilier, peut-être on peut appeler de la crise immobilière. Surtout en ce moment, oui. En ce moment. Oui, déjà, un mot sur la profession de notaire. Moi, j'avais un grand-père notaire, et je sais que quand mon frère était petit, quelqu'un lui avait demandé est-ce que tu veux être notaire? Il avait eu cette jolie réponse, il dit non, je veux pas faire parler les morts. Et c'est vrai que quand on pense au notaire, on pense évidemment au testament, aux héritages. C'est une part quand même très importante. C'est la mission traditionnelle oui. Régalienne du notaire, c'est tout ce qui touche à la famille, les secrets de famille dans le bureau du notaire, ce qui fait toujours partie de nos missions principales et traditionnelles. Mais aujourd'hui, le notaire est et reste un grand professionnel, et vous avez des notaires spécialisés en droit commercial, en droit rural, en droit immobilier, en droit des sociétés ou que sais-je. Mais comme par exemple quelqu'un qui fait des études de médecine, on a la médecine générale, oui. Et puis après, on s'oriente vers des spécialités. Mais il est évident que le droit de la famille et tout ce qui touche l'environnement proche et familial fait partie de notre fonction traditionnelle, bien sûr. Alors, il y a en effet au plus des actes pour lesquels la présence d'un notaire est nécessaire. Je pense par exemple à un achat immobilier, on ne peut pas le faire sans notaire. Voilà, ça c'est la loi tout simplement parce que nous sommes avant tout des officiers publics. Officier public, ça veut dire que l'État nous a délégué la chose la plus importante qui soit, la plus belle qui soit, c'est l'autorité publique. Et c'est la raison pour laquelle la grande confiance que fait l'État par rapport aux notaires que nous sommes, nous avons le pouvoir d'authentifier un acte, oui. C'est-à-dire lui donner une force publique, voire une force exécutoire. Et c'est la raison pour laquelle les actes de vente, qui sont quand même un acte important dans la vie de tout le monde, sont passés par devant notaire. Et le notaire signe son acte, est responsable de l'acte qu'il signe, et pour en assurer et assumer après toute la sécurité, la responsabilité, oui. Au cas où. Oui, qui est une responsabilité assez longue, hein. Bien sûr, hein, c'est une responsabilité à la rigueur ad vitam aeternam, et nous pouvons notamment être traduits devant les tribunaux pour faux en écriture publique, hein, donc ça peut être du pénal quand il y a un gros problème, mais avant tout, ce qui reste exceptionnel, nous devons apporter la sécurité juridique des actes que l'on signe, vérifier que votre vendeur il est bien propriétaire, qu'il n'y a pas d'hypothèque, qu'il n'y a pas de servitude, etc., pour donner à l'acquéreur le maximum d'informations possibles pour qu'il puisse avoir un titre de propriété qui dure toute la vie. Alors, quels sont justement les actes pour lesquels la présence d'un notaire est nécessaire? Alors, ce sont les actes pour lesquels l'État veut lui donner le plus de solennité, et notamment, c'est essentiellement en droit de la famille, comme par exemple des contrats de mariage, des reconnaissances d'enfants, etc. Mais ça reste, si vous voulez, très limité. Le notaire est avant tout l'homme du contrat. Donc un contrat, ça peut être une reconnaissance de dette, ça peut être une servitude, ça peut être un prêt, que sais-je, pour en apporter vraiment le sceau de l'État là-dessus. Mais si vous voulez, le passage obligé chez le notaire, souvent c'est dans l'imagerie populaire, c'est plutôt dire tiens, on passe chez le notaire, on est obligé de passer chez le notaire. C'est plus, si vous voulez, sur des actes qui ont une telle importance que l'État veut y apporter toute la solennité et la rigueur nécessaire et la sécurité nécessaire. Alors, dans des contrats, alors, par exemple, vous parliez de contrat de mariage, mais ça peut être des autres contrats, on peut le faire. Sans notaire, enfin, on peut se marier sans passer par un notaire si on fait un contrat. Alors, on peut se marier. D'abord, il n'y a que le mariage civil qui vaille en France. Oui. Il est fait par devant le maire, avec publication des banques. Et si on ne veut pas être marié, par exemple, sous le régime légal, on appelle la communauté légale. Concrètement, une fois que vous êtes marié, tout est divisé par deux, tout est commun. Si vous ne voulez pas ça, vous êtes obligé de passer chez le notaire avant pour signer un contrat de mariage. Séparation de biens, etc. Très souvent, c'est la séparation de biens. Voilà. Donc, voilà. Et donc, il y a aussi un grand changement depuis
quelques années dans la profession notaire. C'est vrai qu'on a cette image un peu, oui, c'est ça, de la littérature un peu du 19e siècle. Le notaire, c'est vrai que c'est une profession qui s'est beaucoup modernisée. Vous me disiez qu'en 8 ans, il y a 60% de notaires en plus. 60% de notaires en plus. C'est-à-dire donc une ouverture formidable. C'est ce qu'on appelle la loi croissance. Donc c'est une loi qui a été faite par le président Macron pour quand il était ministre des Finances, voilà, pour ouvrir exactement à l'époque du président Hollande, pour ouvrir le plus possible la profession de notaire au plus grand nombre et permettre qu'il y ait un maillage important du notariat. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez en France un notaire tous les 8 km, qui est sûrement la profession à ordre la plus représentée, la plus représentative en France. Ce qui veut dire concrètement que, ça ce sont les chiffres nationaux, en 8 ans, 60% de notaires en plus, ce qui est astronomique. C'est incroyable. Qui a fallu au notariat de s'adapter. Ouais. Et aujourd'hui, en France, il y a 17 500 notaires, de façon générique, c'est-à-dire que vous avez aussi bien des notaires libéraux que des notaires salariés. Et pour vous donner un ordre d'importance, donc moi je dépends de la Chambre notaire de Versailles, quand j'ai prêté serment il y a une petite trentaine d'années, la Chambre notaire de Versailles, c'était 150 notaires. Aujourd'hui, nous sommes 560. Ah oui. Voilà. Donc ça demande de l'adaptation, ça demande aussi que la profession, l'instance que je préside, puisse réguler un petit peu tout ce qui se passe. Et l'incidence notamment, ce que les gens ne savent pas, c'est une profession qui est d'abord excessivement féminisée. Oui. 65% de notaires en France sont des femmes. Et c'est une profession qui s'est énormément rajeunie, puisque les chiffres que nous avons, c'est 45%, 45 ans et l'âge moyen d'un notaire en France. Donc vous voyez, vous parlez de Balzac notamment, oui, mais ce sont des idées préconçues, mais ça reste une profession qui est dynamique, qui est active, essentiellement tournée par tout ce qui est informatique, parce qu'aujourd'hui, notamment avec le Covid, on ne signe pratiquement plus, on ne signe plus d'actes papier. Tous nos actes, ce sont des actes électroniques. Il y a même, on peut même faire des actes par visio. Hein. Exactement, c'est-à-dire malheureusement, on pense. C'est mieux d'être présent. Alors, on essaye de garder le plus possible la proximité avec nos clients et avec nos confrères. Mais par exemple, et ça a été le Covid, et c'est la grande force de la profession qui a su s'adapter par rapport à la problématique de, entre guillemets, distanciation médicale ou sociale, c'est que toutes les études en France sont dotées d'un système de visioconférence. Et quand vous avez par exemple le vendeur qui est à Lille et l'acquéreur qui est à Marseille, chacun est chez son notaire, on se connecte par Internet, chacun recueille les signatures de son client, on fait des échanges de fichiers et ensuite l'acte est régularisé. Donc on est là-dessus, on est au top de l'informatique, peut-être même un peu trop en avance par rapport à d'autres administrations, parce que l'état civil, les géomètres, etc., les banques, mais de plus en plus, on tend vers une généralisation de l'ère numérique. Donc modernisation de la profession. Quand vous dites 60% de plus, ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que beaucoup de jeunes gens qui avaient fait des études de droit, qui seraient bien devenus notaires, mais je ne sais pas pour quelle raison, peut-être parce que c'était cher, parce qu'il fallait acheter des charges, vous allez me dire, prenez une autre voie, peuvent maintenant devenir des notaires? Peut-être, mais pas que, mais je crois qu'avant tout, d'abord, ça reste une profession qui est très attractive. Alors, ce sont certes des études qui sont longues, mais si vous voulez, ça vous permet tout en ayant... Oui, c'est-à-dire qu'il faut passer déjà... Voilà, en gros, c'est 8 ans après le bac, mais si vous voulez, ça vous permet d'aussi bien d'avoir le statut d'officier public, qui est quand même extraordinaire en France, mais avant tout d'être chef d'entreprise et de gérer votre entreprise comme bon vous semble. Et aussi, une des incidences de la loi croissance, c'est que vous ne pouvez plus être notaire après 70 ans. Ah bon? Ce qui est curieux, mais c'est comme ça. Donc au bout de 70 ans, vous ne pouvez plus être notaire, vous pouvez vous faire salarié de l'entreprise, mais vous ne pouvez plus être notaire, officier public. C'est la raison pour laquelle, en fonction de la pyramide des âges, vous allez avoir un certain nombre qui va être obligé de partir. S'ils partent à 70 ans, de toute façon, ils sont obligés de céder leur part. Donc on a des jeunes diplômés notaires qui arrivent sur le marché avec l'école de notaire, et ce qui permet, si vous voulez, d'avoir un turnover important dans le monde notarial.
Voilà, tout Quand simplement. vous dites les parts, ça veut dire que il y a des études de notaire qui sont partagées, si je peux dire, entre plusieurs Ça reste notaires. une entreprise. C'est une Soit entreprise, vous avez une voilà. entreprise Vous avez des individuelle, actionnaires, ouais. soit c'est une entreprise avec plusieurs associés. Et quand vous êtes notamment sous forme sociale, alors ça peut être des SAS, des CELAR, des SCP, peu importe, mais vous êtes détenteur de parts sociales et vous cédez vos parts sociales, comme un boulanger peut céder ses parts sociales, comme un dentiste peut céder ses parts sociales, et nous cédons nos parts sociales avec un prix qui est librement négocié entre le cédant et le cessionnaire, sous l'œil du garde des Sceaux, parce qu'on reste officier public C'est ça. et nous sommes nommés par le garde des Sceaux. Et nous prêtons serment devant la cour d'appel. Devant la cour d'appel. Alors, un mot maintenant de la chambre des notaires que vous présidez. Alors, la chambre des notaires de Versailles, il faut préciser, c'est les Yvelines et Et le Val d'Oise. Et le Val d'Oise. Hein. Alors, c'est une grande particularité. La chambre de Versailles, c'est le nom générique. Oui. En réalité, c'est la chambre interdépartementale des notaires des Yvelines et du Val d'Oise. Mais ça, c'est dans le décret, dite chambre de Versailles. D'abord, c'est une chambre qui est très ancienne. C'est une des plus anciennes de France parce qu'elle a été créée en 1804, premièrement. Ah oui, par Napoléon. Donc. Par Napoléon, comme la majeure partie Oui. des chambres de notaires. Et deuxièmement, nous sommes sous la forme actuelle de 2 départements depuis 1980. Bien. Et donc, c'est une chambre importante parce que nous regroupons 2 départements, c'est-à-dire 560 notaires, dont 360 dans les Yvelines. Donc, c'est une chambre qui est importante, comme au niveau national, qui est une chambre qui est jeune et qui se féminise. Et la chambre des notaires, si vous voulez, a des fonctions régaliennes. Nous dépendons, notre statut dépend d'une ordonnance de 1945, qui est le texte fondateur dans le notariat moderne. Et si vous voulez, nous avons des fonctions qui sont régaliennes par rapport à nos notaires. Et puis après, il y a tout l'extérieur, nos relations par rapport aux autres grandes professions. Les médias, Patrice, pour nous faire comprendre, pour nous faire connaître, expliquer ce que nous sommes. Et ça demande, quand conjoncturellement c'est un petit peu chaud comme actuellement, ça demande un peu de travail et d'énergie. On va c'est du grand bonheur. sur les problèmes chauds du moment. La Chambre des notaires, elle a 2 grandes fonctions. Une fonction pour les notaires, d'accueil, de conseil, voilà, enfin, de s'occuper de l'exercice des notaires, et puis une fonction plus extérieure vis-à-vis du public. Alors oui, c'est exactement ça. C'est qu'au niveau interne, nous sommes l'instance de proximité du notariat. Et c'est la raison pour laquelle on doit répondre aux demandes et aux exigences des notaires. Donc quand ils ont des questions sur des problèmes, nous y répondons. Nous nous occupons des inspections. Les notaires s'inspectent pour vérifier que tout ce que nous faisons, aussi bien comptabilité que juridique, nous sommes dans les clous, sachant que nos rapports d'inspection vont directement chez le procureur. Donc on a vraiment une exigence de vérifier que tout se passe bien. Nous répondons également à des problématiques de formation. La formation de nos notaires, parce que comme toutes les autres professions, nous devons avoir de la formation permanente, 30 heures en 2 ans. Donc tous les 2-3 mois, nous faisons de la formation. La dernière des formations que nous avions faites pour nos notaires, c'est le régime fiscal des SCI, IR ou IS par exemple. On fera une formation au mois de janvier sur le droit international privé. On s'occupe de TRACFIN, c'est-à-dire on s'occupe que les notaires vérifient bien les problématiques de blanchiment dans nos actes. On s'occupe, si vous voulez, des points de formation au droit, par exemple des mairies qui font toutes les semaines, tous les mois, des consultations gratuites, c'est nous qui animons ça. On s'occupe de répondre en tant qu'auxiliaire de justice quand les tribunaux demandent à ce qu'un notaire soit nommé pour faire un partage dans une succession qui se passe bien ou dans un divorce, c'est nous qui le faisons, etc. etc. Donc on est vraiment une instance de régulation interne et vis-à-vis du monde extérieur. Le notariat reste un poids économique et politique localement. Et moi et mon bureau, on doit, si vous voulez, discuter, se faire connaître par rapport à des autres grandes professions, les avocats, les commissaires de justice ou par exemple les géomètres, du monde politique. Hein. Mon rôle à moi est aussi au niveau local, par exemple par rapport aux députés, aux sénateurs, aux présidents du conseil départemental, de faire connaître notre profession et la problématique de notre profession, et puis également en relation avec les grandes instances économiques, les intercommunalités, les chambres de commerce, les chambres de métiers, etc. Donc on a, je
pas dire du lobbying, mais c'est vraiment se faire connaître, Oui, par rapport au grand nombre, notamment en faisant le salon du mariage. Vous voyez, il y a le salon du mariage qui se fait dans les Hauts-de-Seine auxquels nous participons. On s'est rencontrés à l'UMOP, l'Union des maires de l'Ouest parisien, où la Chambre notaire, avec ceux des Hauts-de-Seine, on avait un stand et qui nous a permis de rencontrer tous les grands décideurs politiques, et surtout à un moment où conjoncturellement c'est compliqué. Donc vous voyez, on ne chôme pas, et on a une activité qui est ailleurs urbi et torbi, aussi bien pour nos notaires que pour le monde extérieur. Alors, on parlait des problèmes chauds du moment, et il y a un gros problème qui est celui de l'immobilier. On peut parler de crise immobilière, non? Alors, oui, c'est une crise immobilière, mais à la rigueur, sans faire de politique, c'est une crise qui est générale. Moi, j'ai 30 ans d'exercice, donc je suis notaire depuis 30 ans, et là, c'est déjà ma 3e crise que je vis, avec une sorte de cycle tous les 15 ans. 1991-92, première guerre du Golfe, l'immobilier a chuté pendant 3 ans. 2008, qui est un peu plus récent, vous savez, les fameux problèmes bancaires, les Man Brothers, les subprimes et compagnie. L'immobilier a vraiment chuté pendant 6 mois, jusqu'en 2009, en attendant que ce qui nous a un petit peu sauvés, c'était la loi Sellier pour de l'amortissement dans le neuf, et puis le bouclier fiscal du président Sarkozy, où c'est reparti. Et là, depuis 2023, une crise immobilière importante. Alors, l'arbre qui cache la forêt... C'est depuis quoi la guerre Alors, écoutez, ce dont on parlait tout à l'heure... par la Russie non, c'est même plus vieux que ça, si vous voulez. Je pense que c'est la résultante de beaucoup de choses. Quand on a préparé l'émission, je vous ai dit, les notaires, on a des instituts de sondage qui mesurent la confiance des Français. En septembre 2022, la confiance des Français était plus basse que celle de 2008. On ne parlait pas encore de crise immobilière. Et je pense, si vous voulez, c'est une accumulation de beaucoup de choses. Oui, les gilets jaunes, moins confiance, gilets jaunes, l'inflation, le régime des retraites, le Covid, etc. Maintenant, les guerres qui n'arrangent pas les choses, qui font que d'un côté, le moral des Français... Une sorte de pessimisme. Il y a un pessimisme ambiant. Général. Et pessimisme qui va sur l'avenir. Et l'achat immobilier, que ce soit le neuf ou l'ancien, si vous voulez, est quand même la résultante que vous avez confiance un petit peu en l'avenir. C'est un achat de long terme. C'est plutôt un achat de long terme, et que quand ça va mal, vous n'allez pas dire tiens, aujourd'hui ou demain je vais acheter un 2 pièces cuisine pour me faire plaisir, ou une maison pour me faire plaisir. On attend un petit peu. Et c'est vrai que l'élément déclencheur et le plus vif de tout ça, ce sont les prêts. Ce qu'il faut savoir. Voilà, alors il y a le problème du taux de prêt qui a augmenté. Alors oui, c'est en gros, en début d'année, on faisait encore des prêts immobiliers, on signait encore des prêts immobiliers à moins de 1% en net, en gros entre 1,50 et 2, tout compris. Et aujourd'hui, la norme, c'est 4,5. Oui. Donc en 8-9 mois, on est passé de 1% à 4,5, ce qui est gigantesque. Ce qui veut dire concrètement que, ça c'est les statistiques qu'on a des banques, 30% de personnes qui pouvaient encore avoir des prêts en début d'année n'ont plus l'octroi de prêt. Et notamment les jeunes. Et notamment les fameux primo-accédants, c'est-à-dire le jeune qui est soit chez ses parents ou soit qui est locataire ou colocataire, qui veut acheter un bien. Aujourd'hui, les banques demandent 30 ou 40% d'apport personnel. Ah oui, ce qui est énorme. Donc si papa et maman ne sont pas derrière, ou si vous n'avez pas un héritage, c'est plus possible. Et aujourd'hui, les conditions d'octroi de prêt sont drastiques. Donc c'est raison pour c'est des endettements longs en plus. Alors oui, c'est-à-dire qu'en 15 ans, si vous voulez, en 10-15 ans, on est passé d'une durée moyenne d'endettement de 15 ans à 25 ans. La base, il y a encore 10-15 ans, c'était 15 ans taux fixe. Et au fur et à mesure, comme la base pour une banque, c'est le taux d'endettement, le taux d'endettement doit représenter à peu près un tiers de vos revenus. Voilà, il ne faut pas que ça dépasse le tiers. 33%. Sinon, et ce qui veut dire que si aujourd'hui, les banques faisaient encore des prêts sur 15 ans, la majorité des Français ou des candidats acquéreurs auraient un taux d'endettement à 50 ou 60%. Donc les prêts sont arrivés de fait aujourd'hui à 25 ans, et notamment avec du taux zéro qu'on est en train de remettre, veulent passer à 26, à 27, voire à 30 ans. C'est ça, on a allongé le taux de prêt, mais ça ne suffit pas à résoudre la question. Et vous voyez des solutions, ou est-ce qu'il faut faire le dos rond et attendre comme à chaque fois que ça se passe? Malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, et je crois que ceux qui savent, ils ne savent pas.
Bien. Alors après, le notariat fait des propositions. Le Conseil supérieur du notariat est en relation permanente avec le ministre de l'économie et le ministre du logement. Donc c'est un travail de lobbying à long terme. Après, moi, il ne me revient pas de dire au gouvernement ce qu'il faut faire, mais il est évident, si vous voulez, que le problème essentiel, c'est que l'augmentation du coût de la vie et l'augmentation de fait de l'immobilier n'a pas été proportionnelle avec l'augmentation de votre pouvoir d'achat. Donc la différence a été comblée par l'endettement. L'endettement aussi bien du prêt à la consommation pour acheter une voiture ou que sais-je, qu'un prêt immobilier sur 25 ans. Donc après, vous avez des mesures simples. Réduire peut-être de la TVA pour le neuf, faire des déductions, des déductibilités d'intérêt d'emprunt quand vous achetez votre résidence principale, revoir les normes énergétiques, des normes très complexes quand même, qui sont dramatiques parce que vous pénalisez quelqu'un quand vous êtes propriétaire, par exemple, d'un appartement haussmannien qui a plus de 50 ans ou 100 ans. Ah oui, vous êtes en G ou H. On ne peut pas faire du triple vitrage, etc. Ouais. Donc vous êtes en F ou G, c'est-à-dire que vous avez un bien qui est inlouable. Vous ne pouvez pas le louer. Bien. Donc si vous voulez, on demande aussi peut-être à ce qu'il y ait un moratoire pour ces mesures qui, certes, sur long terme sont dans l'air du temps et c'est ce qu'il faut faire. Sûr, mais aujourd'hui, c'est dramatique parce que notamment le monde du bâtiment est complètement planté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour tout ce qui est dans le neuf, il y a plus de c'est entre moins 60 et moins 100%. Ouais, c'est incroyable. La Fédération des promoteurs a dit qu'à terme, ça sera peut-être 300 000 personnes qui seraient au chômage. Pour l'ancien, pour ce qui intéresse sûrement les personnes qui nous écoutent et qui nous voient, les chiffres qu'on a, les derniers chiffres qu'on a, c'est 3e trimestre 2023. En gros, dans l'ancien, c'est en gros ce qui a plus de 10 ans, il y a les maisons et les appartements. Les maisons, on est pratiquement en volume à moins 40%. Les Yvelines, c'est moins 37% en vente de maisons. Les appartements, on est à un peu plus de moins 30%. Ce qui veut dire que ça a des incidences dramatiques, notamment pour ceux qui perçoivent l'impôt, les communes, les départements, les régions, qui voient leur budget fondre au soleil, ce qui est très compliqué pour notamment 2024 pour l'équilibre de budget. Et par rapport à ça, si vous voulez, on a un vendeur qui dit « moi, si je vends, il faut d'abord que je trouve un acquéreur finançable, mais si je revends, il faut que je rachète, et je vais racheter avec un prix de l'immobilier qui est encore cher, avec des intérêts d'emprunt qui sont chers, donc si je peux, je fais le dos rond. » Oui, j'attends un peu. Oui. Et l'acquéreur se dire, est-ce que moi, je vais acheter un bien qui peut peut-être baisser de 5 ou 10% de valeur l'année prochaine, sachant que ça va être très compliqué pour mes conditions d'octroi de prêt. Donc, si vous voulez, on a un marché dans l'ancien qui est stagnant, qui est en attente. Et par contre, pour le neuf, vous savez que le neuf, en gros, souvent des carottes fiscales. On a eu la loi Méhaignerie, la loi Périssol, la loi, aujourd'hui la loi Pinel. Et s'il n'y a plus de carottes fiscales, notamment au 31 décembre, il n'y a pas plus ce petit plus qui fait que vous pouvez déduire de vos impôts une partie de votre achat. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les investisseurs, il n'y en a plus, privés. Hein, vous achetez un 2 pièces cuisine en bas d'un RER pour avoir une retraite améliorée, on ne trouve plus. Que deuxièmement, le primo-accédant, c'est-à-dire le jeune qui n'est pas chez papa et maman ou qui est locataire, dit tiens, je vais acheter mon premier appartement à des conditions intéressantes. Il n'est plus finançable. Et qu'aujourd'hui, vous avez les promoteurs qui arrêtent des futurs chantiers parce qu'ils n'ont pas la garantie bancaire suffisante avec un certain nombre de contrats d'innovation, donc ils savent que leur projet n'est pas viable. Et donc ils arrêtent en cours de route, même en ayant un permis de construire. Et pour les dossiers qui sont en cours de commercialisation, en cours de construction, le problème, c'est qu'ils vont construire avec des copropriétés où la moitié des appartements seront vides, et éventuellement des investisseurs, voire des bailleurs sociaux, qui vont racheter des blocs pour essayer un petit peu d'équilibrer les finances. Donc c'est un... On est dedans. Il y avait un vieux ministre, je crois, de la Troisième République qui a eu cette phrase « Quand le bâtiment va, tout va ». Tout va, exactement. Et sachant que les Français sont de toute façon... C'est grave parce que ça ne concerne pas seulement les acquéreurs et les vendeurs, ça concerne la société tout entière. Et vous avez raison de dire, par exemple, je sais que le président du département, Pierre Bédier, est confronté à la baisse des droits de mutation et qui fait une perte de budget absolument énorme.
Mais l'immobilier, si vous voulez, il y a toujours un affect, un rapport charnel Oui, à la propriété. C'est comme le bon sens paysan où dès qu'on cultivait son champ, on devenait propriétaire parce que c'était signe d'indépendance et de réussite sociale. C'est une valeur refuge. C'est bien évidemment une valeur refuge. Mais si vous voulez, quand on voit que le prix de l'immobilier a augmenté en 20 ans, votre pouvoir d'achat n'a pas augmenté en 20 ans, n'a pas doublé en 20 ans. Pas de la même façon, voilà. en tout cas. Mais ceci étant, 2024 va être très compliqué et les grands professionnels de l'immobilier, notamment les notaires, nous pensons que nous n'aurons pas de réelle sortie de crise avant un minima 2025. D'accord. Ah, oui. Donc après, vous pouvez toujours emprunter, acheter, vendre, bien évidemment, mais après, on n'est pas derrière ce qui se passe derrière chaque citoyen. En tout cas, il y a l'histoire montre quand même que, en gros, ça se rétablit. Bien évidemment, parce que quand vous êtes, par exemple, ici en Ville Nouvelle, sur Guyancourt, vous venez ici à 7h du matin ou à 6h du matin, vous voyez la masse de personnes qui prennent la nationale ou l'autoroute, et de fait, le monde économique est sur Paris ou la première couronne. Donc les gens doivent se loger. Donc la demande, de fait, elle est là. Après, si vous voulez, c'est un ensemble de choses. C'est avant tout de la psychologie. J'y vais ou j'y vais pas. Si vous voyez une sinistro générale, c'est peut-être pas le moment d'en reprendre pour 25 ans au niveau de l'endettement. Et puis après, il faut peut-être un peu que le gouvernement fasse ou mettre en place des mesures incitatives relativement simples pour un petit peu aider et allumer un peu la mèche pour que ça reparte. Mais ce que vous dites très justement, c'est que de l'immobilier, il y a les banques, il y a les courtiers, il y a les constructeurs, il y a les investisseurs, il y a les notaires, etc. Et les incidences sont gigantesques, notamment pour les communes ou les départements. Grande pénalité d'impôts. Écoutez, merci beaucoup. Avec plaisir, Patrice. Ce qui serait bien, c'est peut-être de reprendre cette conversation de manière un peu régulière, parce que c'est important de savoir comment... parce que vous êtes là où on regarde comment marche au fond l'économie d'un département. Et dans nos bureaux, on voit tout. Et vous voyez. Et on connaît très bien le monde réel et c'était réel. Merci beaucoup, Éric Guillard. Merci, Patrice.